Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat et à la une ce soir, ils ont dit oui, les députés ont donné leur feu vert au texte ouvrant le mariage aux personnes de même sexe lors d'un vote solennel à l'Assemblée nationale. Le projet sera examiné par les sénateurs à partir du 2 avril prochain. En attendant, ils poursuivent leurs auditions avec cet après-midi les représentants des cultes. Journée de mobilisation contre la réforme des rythmes scolaires. Reportage au Pré Saint-Gervais en Seine-Saint-Denis où animateurs et enseignants ont manifesté ensemble. Les collectivités locales à la diète, alors que l'État annonce une baisse de leur dotation, la Cour des comptes, dans son rapport annuel, pointe du doigt la situation des finances locales. Débat ce soir avec nos invités, les sénateurs Yves Cratinger et Philippe Dallier. Bonsoir à tous. 329 voix contre, 229 et 10 abstentions. Le projet de loi pour le mariage pour tous a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Sans surprise, les députés de la majorité ont voté pour le projet de loi, tandis que la grande majorité des députés UMP et UDI ont voté contre. Au Sénat, le texte sera finalement examiné à partir du 2 avril. L'hypothèse d'un vote conforme a été écartée. Aujourd'hui, il y aura des amendements du rapporteur, mais aussi du gouvernement pour permettre la mise en œuvre de cette réforme outre-mer. Les explications de Joachim Rob. Laisser aux sénateurs le temps de poursuivre leurs auditions sur le mariage pour tous. Le texte sera donc examiné à partir du 2 avril et non dès la mi-mars. Le gouvernement a pris des dispositions pour que le débat dure le temps qui paraîtra nécessaire aux sénateurs. Et donc, si ça doit être 2 semaines, ça sera aussi 2 semaines. Le but, permettre aux sénateurs de modifier le texte adopté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Dans le texte, il y a un certain nombre d'imperfections, il faut faire des coordinations, voilà. Donc le Sénat apportera, comme il le fait toujours d'ailleurs, apportera son côté technique. L'opposition compte utiliser ce délai pour poursuivre son combat contre le mariage pour tous. Nous entendons bien profiter de cette période de la vie parlementaire pour exprimer à la fois nos convictions, pour faire part également de nos propositions. Nous en avons un certain nombre de façon à ce que le texte soit modifié par rapport à celui qui a été voté par l'Assemblée nationale. Mais pour les socialistes, pas question d'accepter des amendements sur le fond. Sur les 2 principaux articles, les 2 premiers articles, je pense qu'il n'y aura pas de modification substantielle puisque nous sommes pour le mariage pour tous et l'adoption. Reste une question, quelle majorité pour voter ce texte ? Les socialistes, qui devraient connaître quelques abstentions, comptent sur le soutien de certains sénateurs UMP. Et pas moins de 6 heures d'audition cet après-midi pour laisser le temps aux représentants des cultes de s'exprimer et aux sénateurs d'entendre tous les points de vue sur le mariage pour tous. Compte rendu, Cécile Sixou. C'est pas parce qu'on est opposé à la transformation du mariage que l'on a une attitude négative à l'égard des homosexuels. C'est une option qui rencontre une réalité constitutive de l'existence humaine, qui est la différence entre les sexes, laquelle différence entre les sexes est la condition sine qua non de la transmission de la vie. Oui, on peut donner les mêmes droits à 2 hommes ou 2 femmes dans des couples homosexuels qu'on donnerait de droits à un homme devant une femme ou une femme devant un homme dans des couples hétérosexuels. Mais en termes de devoirs, non. Ce n'est pas possible. Et du fait que l'on ne peut pas accorder les mêmes devoirs à un couple hétérosexuel au sujet du couple hétérosexuel qu'au sujet du couple homosexuel, je me retrouve dans la problématique que j'ai tout à l'heure évoquée, à savoir que le dosage des droits dépend du dosage des devoirs. Que le mariage, pour le culte musulman, n'est pas un moyen de mettre ensemble 2 personnes qui s'aiment ou des personnes qui ont la volonté de se mettre ensemble, mais une institution. Et ce projet-là introduit une modification, une transformation importante pour laquelle on n'a pas encore mesuré toutes les répercussions et toutes les conséquences. Qu'un homme ne puisse pas épouser un homme ou une femme épouser une femme ne nous paraît pas une atteinte à l'égalité, mais le respect d'un agencement du corps social fondé sur des réalités qui s'avèrent difficilement contestables.
Dans le bouddhisme, en fait, on ne parle pas tellement, on ne va pas mettre les homosexuels et les hétérosexuels de l'autre côté, parce que dans les deux cas de figure, ce sont toujours des êtres humains qui, selon nous, ont exactement le même potentiel, qui ont les mêmes devoirs et sans doute plus ou moins les mêmes droits. 3 femmes au Conseil constitutionnel. François Hollande a nommé Nicole Maestracci première présidente de la Cour d'appel de Rouen en remplaçant de Pierre Steinmetz, dont le mandat prend fin le 9 mars. Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, a choisi de nommer Nicole Belloubet, première vice-présidente du Conseil régional de Midi-Pyrénées. Et Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, a quant à lui reconduit dans ses fonctions Claire Basile-Mallory, qui avait été nommée il y a 3 ans par son prédécesseur. Le président de l'Arche de Zoé, Éric Breteau, et sa compagne, Émilie Lelouch, ont été condamnés à 2 ans de prison ferme pour avoir tenté d'exfiltrer depuis le Tchad et vers la France 103 enfants présentés comme des orphelins du Darfour. Leur avocate indique ce soir qu'ils vont faire appel de leur jugement. Les enseignants maintiennent la pression sur le gouvernement. Ils ont manifesté aujourd'hui un peu partout en France pour réclamer, entre autres, le report à 2014 de la réforme des rythmes scolaires. C'est à Paris que la mobilisation a été la plus forte, avec 1/3 des écoles fermées. Gros plan ce soir dans ce journal sur la situation du Pré Saint-Gervais, une commune de Seine-Saint-Denis où animateurs et enseignants s'inquiètent de la nouvelle organisation liée à la réforme des rythmes scolaires. Nathalie Guilloire. Une réforme qui vise à laisser plus de temps aux enfants durant les pauses. Mais en même temps, aucun moyen supplémentaire est accordé à ce projet. Au Pré Saint-Gervais, les animateurs se sont donc directement concernés. Le projet de décret du ministre de l'Éducation Vincent Peillon prévoit d'assouplir les taux d'encadrement des activités périscolaires. Jusque-là, on travaillait avec un animateur pour 10 enfants en maternelle. Aujourd'hui, ce décret prévoit d'amoindrir ce taux à un animateur pour 14 enfants. Donc nous, on pose la question non seulement de la sécurité des enfants, mais aussi de la qualité des contenus éducatifs qu'on pourra proposer. De nouvelles conditions de travail qui inquiètent les parents d'élèves, pourtant favorables à la réforme des rythmes scolaires. On ne peut pas, par exemple en maternelle, faire la même chose avec 8 enfants, avec un animateur. Et la même chose avec 12. C'est plus du tout le même boulot. Dans un cas, c'est de la garderie et dans l'autre, effectivement, on peut les amener à apprendre beaucoup de choses. Pour l'instant, le temps de la pause du midi au Pré Saint-Gervais est d'1 heure et demie, mais avec la réforme, elle pourrait s'étendre à plus de 2 heures. Une mauvaise idée pour cette enseignante, présente à cette manifestation par solidarité pour les animateurs. Ce qu'on constate très souvent quand à 1h30 on récupère les enfants, c'est ils sont pressés de retourner en classe. Ils nous le demandent, ils nous disent est-ce qu'on peut rentrer là, c'est trop long. Une réforme trop compliquée à appliquer, mais surtout un délai à respecter trop court. La mairie, fief socialiste depuis 1904, ancien bastion de Claude Bartolone, veut être bonne élève et appliquer cette réforme dès septembre 2013. Encore faut-il qu'elle en ait les moyens. Et nous avons posé la question à notre partenaire du nouvelobs.com. Le gouvernement doit-il différer sa réforme à 2014 ? Eh bien, voyez cette réponse. Oui, 37%, non, 56% sur 135 votants ne se prononcent pas 7%. Des salariés de Goodyear ont manifesté ce matin devant le siège du groupe américain à Rueil-Malmaison. Malgré le retrait de Titan, ils veulent encore croire à l'avenir de leur usine. Ils ont reçu le soutien de nombreuses entreprises en difficulté, dont PSA, ArcelorMittal ou encore Sanofi. Je vous propose à ce propos d'écouter la réaction de Michel Sapin, le ministre du Travail. Il était l'invité de Preuve par 3. Il est normal qu'une organisation syndicale ou surtout des salariés dans la détresse disent au gouvernement « faites quelque chose pour nous ». L'interlocuteur d'une organisation syndicale dans une entreprise, c'est la direction de cette entreprise. La modalité qu'il faut pousser, qu'il faut même pousser plus qu'aujourd'hui, c'est la négociation dans l'entreprise. Il faut donc donner au dialogue social dans l'entreprise toutes ses chances. Moi, je suis le ministre du Travail et je prends toutes les organisations syndicales avec respect. Oui. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec elles ou qu'elles sont d'accord avec moi, mais je les prends toutes avec respect. Bien sûr. Je ne montre pas une organisation syndicale du doigt. Je dis simplement que le dialogue social dans cette entreprise, s'il avait fonctionné, on n'en serait pas là aujourd'hui. Comme chaque année, la Cour des comptes a décerné bons et mauvais points aux gestionnaires des deniers publics. Elle juge peu probable le respect de l'objectif de 3% de déficit fin 2013 et incite l'État à freiner davantage la dépense. Paul Bouffard. 1800 pages et un avertissement. L'argent public est mal géré selon la Cour des comptes. Pour Didier Migaud, le gouvernement n'en fait pas assez.
Les prévisions de recettes pour 2013 sont trop favorables. L'hypothèse de 0,8% de croissance serait trop optimiste. Du coup, les 3% de déficit, peu probable. Quelle que soit l'évolution de la situation économique, la Cour insiste, c'est son premier message de fond, pour que l'effort structurel programmé en 2013 soit effectivement et intégralement réalisé. C'est une condition incontournable pour préserver la crédibilité de la France alors que tous nos partenaires continuent de réaliser d'importants efforts. Le rapport donne la priorité aux économies de dépenses dans les administrations publiques. Et les juges financiers épinglent les dépenses en communication de la SNCF, trop dispendieuses. Rien que 900 000 € pour des vœux en 2010, 2,7 millions pour un séminaire de cadres à Tanger. Plus loin, surprise, les sages prennent la défense des intermittents. 102 millions d'euros, une somme que la caisse des congés spectacles n'aurait jamais versée aux allocataires entre 2007 et 2012. Autre abus flagrant, selon Didier Migaud, les aides publiques versées aux buralistes. Depuis 2004, une compensation est délivrée pour contrer l'augmentation du prix du tabac. Un effet d'aubaine massif regretté par les magistrats de la rue Cambon. Et nous ouvrons le débat de ce 19h consacré à la délicate situation des finances publiques locales avec nos invités ce soir. Philippe Dallier, sénateur UMP de la Seine-Saint-Denis, et Yves Crattinger, sénateur socialiste de la Haute-Saône. Vous êtes membre de la commission des finances, tous les deux, également vice-président de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales. Autant dire que vous êtes en première ligne sur ces questions de finances locales. Alors la Cour des comptes s'inquiète dans son rapport, on l'a vu, de la situation financière des conseils généraux. Alors elle ne dit pas qu'ils sont mal gérés, mais qu'ils ont trop de dépenses sociales. Et du coup, elle préconise plus de marge de manœuvre fiscale. Une réaction, Yves Crattinger, est-ce que c'est possible? C'est possible, mais ce n'est pas suffisant. C'est clair, on ne pourra pas tout régler par la fiscalité. On réglera la question dans les territoires riches par la fiscalité. Dans les territoires pauvres, ça ne marchera pas. Et donc il faudra de la solidarité entre les territoires. C'est-à-dire prélever là où il y a de la richesse pour transférer vers les territoires plus en difficulté, ou les personnes qui sont en difficulté du point de vue de l'autonomie, du point de vue de l'insertion sociale, les personnes handicapées doivent avoir les mêmes droits qu'ailleurs. Donc je crois que le raisonnement tient la route, les marges fiscales ne suffiront pas. Alors, ce qu'on appelle donc cette péréquation entre départements riches et pauvres, ça ne fait pas l'unanimité au Sénat. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Dallier? Ça risque d'avantager ce qu'on dit souvent, les départements urbains. Donc vous allez peut-être profiter de ce renforcement de la péréquation. Écoutez, mon département, celui de la Seine-Saint-Denis, est au bord du gouffre, pour pas dire au bord du dépôt de bilan. Alors vous savez, mais cela fait longtemps que nous disons à droite et à gauche que la situation des départements n'est pas tenable. Et ça tient d'abord à ce que nous avons fait avec l'acte 2 de la décentralisation, où nous avons choisi de transférer aux départements le financement des politiques sociales, du RSA, de la dépendance, etc. Moi, j'ai toujours considéré que ces politiques étant des politiques de solidarité, c'est l'État qui aurait dû les conserver. Aujourd'hui, on a cette situation, les départements sont au bord du dépôt de bilan pour beaucoup. Certains très urbains comme le mien, mais effectivement les départements ruraux qui n'ont pas beaucoup de recettes fiscales, qui voient leur population vieillir, et donc ils sont au bord de la rupture de leur budget. Mais le problème se pose aussi pour les communes, on en parlera peut-être, oui, mais le gouvernement vient d'annoncer aujourd'hui un doublement de la diminution des dotations aux collectivités locales. On devait avoir moins 750 millions en 2014 et en 2015, on aura moins 1,5 milliard en 2014 et moins 1,5 milliard en 2015, ce qui veut dire que pour les communes, grosso modo, c'est moins 10% de la dotation globale de fonctionnement. Donc vous avez d'un côté les recettes qui diminuent, les droits de mutation liés à l'immobilier qui diminuent, les mécanismes de péréquation qui augmentent, donc beaucoup de communes vont se trouver également dans de très grandes difficultés. Et puis vous parliez de la réforme des rythmes scolaires. Ce que ne disait pas votre reportage, c'est qu'il faut que les communes la financent. Et pour une ville de 22 000 habitants comme la mienne, c'est 500 000 € par an. Donc tout ça fait que la situation va se dégrader très fort pour les départements, les régions et les communes. Alors qu'est-ce qu'on fait, Yves Crattinger, par rapport à la situation que vient d'écrire Philippe Dallier, puisque vous disiez à l'instant voilà, que cette marge de manœuvre fiscale, si elle est octroyée au département, ne sera pas suffisante? Alors, je crois que tout le monde connaît l'état des finances de notre pays. Ce n'est pas les collectivités locales qui en sont la cause. Du fait des règles qu'elles sont tenues d'appliquer, elles sont plutôt en bonne santé, sauf situation particulière, celle des allocations de solidarité. Globalement, on va demander un effort aux collectivités. Je crois qu'il est important qu'elles participent à l'effort national. Tout le monde renvoie l'effort à d'autres, mais au bout de la file, il n'y a plus personne. Donc il faudra bien qu'on fasse des efforts. Je crois qu'il y a une grande différence déjà avec ce qui était dit avant,
C'est qu'on ne nous dispute pas le matin avant de nous demander à midi de faire un effort. On nous dit les collectivités vont participer à l'effort national. Je crois qu'au fond, elles y sont prêtes, à condition qu'on ne leur impose pas tous les matins une nouvelle norme, tous les matins un transfert de compétences, ou officiel ou caché. Et donc, elles demandent une très grande stabilité dans ce qui leur est, disons, confié comme responsabilité. Si nous avons cette stabilité, alors nous devons essayer de faire mieux avec un peu moins. Je crois que c'est normal, participant à l'effort. L'État fait lui-même des efforts, il doit les poursuivre. Les collectivités ne peuvent pas s'épargner. Du côté des dépenses, disons, de sécurité sociale, c'est la même chose. Je crois qu'on s'en sortira si tout le monde va dans la bonne direction. Philippe Dallier, elles participent déjà finalement, les collectivités locales, à l'effort national? Elles y participent, mais moi je vais dire un peu la même chose que mon collègue. Il faut effectivement que les collectivités locales participent à l'effort de redressement du pays. Donc moi, si effectivement il faut diminuer en 2014 et en 2015 les dotations de 1,5 milliard, quelque part j'y suis prêt. Mais alors l'État doit financer les transferts qui sont liés à la réforme des rythmes scolaires. Et on doit revoir la mise en place des mécanismes de péréquation entre communes notamment, parce que je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Ma ville de Seine-Saint-Denis perçoit de la dotation de solidarité urbaine, c'est-à-dire que ce n'est pas une commune riche. Je perçois 180 000 euros. Dès cette année, je vais reverser 300 000 euros pour aider plutôt les communes rurales. Et dans 3 ans, je verserai 700 000 euros pour aider les communes rurales. Et ça n'est pas possible. Tout cela en même temps, ça n'est pas possible. Et donc, si le gouvernement a effectivement besoin de réduire les dotations aux collectivités locales, il faut qu'il s'engage à compenser à l'euro tout transfert qu'il déciderait. Et il faut également que nous rediscutions de ces mécanismes de péréquation, parce qu'un paquet de communes ne pourront plus suivre. Et qu'est-ce qui va se passer? Rappelez-vous que 75% de l'investissement public en France, ce sont les collectivités locales. Alors certes, si elles ont moins d'argent, elles peuvent faire des économies dans une certaine mesure. Mais pour moi, ça veut dire qu'à partir de 2015, je ne peux plus rien financer en investissement, à peine l'entretien courant des bâtiments. Et là, c'est l'aggravation de la crise, parce que beaucoup d'entreprises, petites, grandes ou moyennes, dépendent des investissements des collectivités locales. Alors vous en parliez un instant, Philippe Dallier, et cela ne vous a pas échappé, le rapport de la Cour des comptes survient le jour où le gouvernement annonce une cure d'austérité renforcée en 2014 et 2015. Les explications d'Alexandra Collineau. L'annonce n'est pas une surprise. Le gouvernement l'avait évoqué en septembre dernier. 3 milliards d'euros seront économisés sur les dotations aux collectivités locales sur 2 ans, 2014 et 2015. Si aucune précision n'a été apportée sur la nature des budgets qui seront impactés, on sait déjà que ces économies financeront le crédit d'impôt compétitivité emploi. Déjà en 2010, puis en 2011, le gouvernement Fillon avait décidé de geler ces dotations. Le manque à gagner pour les collectivités locales était alors de 600 millions d'euros. C'est donc une nouvelle louche de rigueur que sert le gouvernement Ayrault aux collectivités locales. Seuls les départements devraient être épargnés en raison de l'augmentation de leurs charges incompressibles de dépenses, notamment sociales. La Cour des comptes a estimé dans son rapport que les départements devaient garder une marge de manœuvre fiscale. Leur contrainte budgétaire sera donc desserrée. Alors le gouvernement justifie cette baisse des dotations en fait par le besoin de financement du crédit impôt compétitivité emploi qui devrait selon le gouvernement bénéficier par la suite au territoire. Yves Cratengier, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'anticipation du gouvernement? On a fait voter des mesures, on s'aperçoit ensuite qu'on ne peut pas les financer? Quand le gouvernement a proposé son programme compétitivité emploi, il a annoncé 10 milliards d'euros d'économies de dépenses publiques. Nous comprenons tous aujourd'hui que les collectivités vont participer à l'effort. Donc, c'est comme ça, je l'évoquais tout à l'heure. Maintenant, il est intéressant de savoir aussi ce que le gouvernement va faire du côté de l'État. Il faut aussi qu'il participe, et la part qui reste à économiser est importante. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'État cesse de doublonner les collectivités. Parce que dans chacune des compétences transférées, l'État a gardé des services déconcentrés. Ça coûte très cher, ça ralentit l'action publique, ça freine l'investissement qui était évoqué à l'instant. Et donc je crois que l'État doit aussi, lui, tirer les conclusions. Il souhaite des économies, nous y sommes prêts. Et vous avez senti que tout le monde est prêt à participer à l'effort. Mais l'État doit aussi, lui, s'imposer cette cure d'austérité, mais aussi clarifier quelles sont les missions qu'il va exercer par lui-même et quelle mission il va déléguer, mais déléguer complètement aux collectivités. Et j'espère que ce sera l'objet de la réforme, de
de l'acte 3 de la décentralisation qui va venir en débat. Je crois que c'est ça qui est important. Si l'État veut faire des économies, il ne peut pas continuer à doubler les régions dans leurs compétences, à doubler les départements dans leurs compétences et à doubler les communes dans leurs compétences. C'est du gaspillage et aucun pays en Europe ne procède comme la France. Philippe Dallier, vous y croyez à ce retour sur investissement qu'entend le gouvernement avec... Au travers du crédit, oui. Écoutez, d'abord c'est 20 milliards que ça coûte. L'État a augmenté la TVA, ça rapporte 7 milliards. Il demande aux collectivités 3 milliards et l'État va devoir trouver 10 milliards d'euros d'économie. Et ça, c'est si on a 0,8% de croissance, ce que Didier Migaud ne croit pas plus que nous. Donc ça va être plus difficile que ça encore. Après, pour les collectivités locales, le retour sur investissement, si je puis dire, on verra, moi je n'en sais trop rien. Ce que je sais aujourd'hui, et pour revenir sur le sujet qu'évoquait mon collègue, c'est qu'effectivement, on a le millefeuille des collectivités locales, on enlève la crème et il reste que les feuilles. Ça va devenir assez indigeste, notamment pour le contribuable local. Moi, je crois qu'il faut que nous allions vers une grande réforme de cet empilement de structures, communes, interco, départements, régions, et on parle des grandes métropoles, alors qu'ici en Ile-de-France, on ne fera pas grand-chose. Si nous ne réformons pas les structures, si nous ne trouvons pas des économies d'échelle, si nous ne rationalisons pas, alors ça sera la double peine, et au bout du compte, l'investissement public baissera, et par-dessus le marché, le contribuable local paiera la note, et je crois que l'économie de la France ne peut pas se le permettre. Un mot aussi, vous n'avez pas d'autre choix que de faire reporter toutes ces mesures sur le contribuable? Avant de faire reporter sur le contribuable, il faut chercher quand même toujours les sources d'économie et les gains de productivité. Je crois que ce n'est pas la première pensée que nous devons avoir. Nos organisations sont perfectibles. Elles